11h, vous regardez Al24 News et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. Le bilan des inondations meurtrières ayant frappé la Libye revu à la hausse avec plus de 5800 morts. Le responsable de l'ONU pour les situations d'urgence a estimé ne toujours pas connaître l'étendue exacte de la catastrophe humanitaire qui frappe l'est du pays. Nouvelle escalade de tensions entre le Burkina Faso et la France. Le gouvernement de transition burkinabé a ordonné à l'attaché de défense français de quitter le territoire sous 15 jours. Duel entre Moscou et Washington. La visite du leader nord-coréen à Vladimir Poutine a provoqué l'ire des États-Unis qui craignent la fourniture d'armes nord-coréennes à la Russie. Et enfin, expulsion de 2 diplomates américains en poste dans la capitale russe. Washington promet de riposter en temps voulu. Bonsoir à tous. Le bilan des inondations meurtrières ayant frappé la Libye revu à la hausse avec plus de 5800 morts. D'ailleurs, le responsable de l'ONU pour les situations d'urgence a estimé ce vendredi ne toujours pas connaître l'étendue exacte de la catastrophe humanitaire qui a frappé l'est du pays. Martin Griffiths a déclaré lors d'un point de presse à Genève que le plus important en ce moment reste la coordination des efforts des Nations Unies avec le gouvernement et avec les autres autorités de l'est du pays, ajoutant que le niveau des besoins et le nombre réel de morts sont encore inconnus. Le problème est que nous n'en sommes pas encore là. En Libye, nous ne connaissons pas l'étendue du problème. Les inondations, les torrents, les bâtiments détruits et la boue cachent encore l'ampleur des besoins et des décès. Le Maroc aussi devrait demander l'aide des Nations Unies à partir d'aujourd'hui ou au plus tard demain pour assister les rescapés du puissant séisme ayant frappé le pays la semaine dernière. Le responsable de l'ONU pour les situations d'urgence, Martin Griffiths, a déclaré être en attente du feu vert de Rabat. Imen Merad. Nous nous attendons et espérons, d'après nos discussions avec les autorités marocaines, que la demande d'assistance soit envoyée aujourd'hui ou demain. Je veux dire très bientôt. Suite au séisme meurtrier qu'a subi le Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre dernier, le pays est au cœur des préoccupations internationales. Plus d'une semaine après cette terrible catastrophe naturelle qui a frappé le Maroc, les secours tentent à ce jour de retrouver d'éventuels survivants. L'épicentre du tremblement de terre, où on dénombre des milliers de morts et de blessés selon le dernier bilan publié, est situé au sud de la ville de Marrakech. Une région extrêmement difficile d'accès où certaines localités ont entièrement disparu de la surface de la terre. Le séisme a rasé une grande partie des maisons et causé d'importants dégâts. Même la mosquée, nouvellement construite, inaugurée il y a 5 mois, n'a pas été épargnée. Les sinistrés des régions touchées ne cachent pas leur détresse et leur désarroi. Mains et poings liés, ils peinent à surmonter la terrible réalité. L'électricité a été coupée, je les ai appelés pour la réparer, mais en vain. Je me sens malheureux, mais bon, il n'y a rien à faire, c'est la vie. Nous avons peur pour nos enfants, on ne cesse de les surveiller de peur qu'ils se blessent. Dimanche soir, le Maroc a annoncé avoir accepté les offres de 4 pays d'envoyer des équipes de recherche et de sauvetage, à savoir l'Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar et les Émirats arabes unis. Mais face à l'ampleur des préjudices humains et matériels causés, le pays serait contraint d'accepter les diverses mains tendues pour accélérer la prise en charge des sinistrés. Je vous le disais en titre, le gouvernement de transition burkinabé a ordonné à l'attaché de défense français de quitter le territoire du pays avec un délai limite de 2 semaines. L'expulsion d'Emmanuel Pasquier est le dernier témoignage en date de l'escalade des tensions entre le Burkina Faso et la France depuis la prise de pouvoir du président de la transition, Ibrahim Traoré, l'an dernier.
Cuba accueille à partir de ce vendredi et pour 2 jours un sommet extraordinaire du G77 auquel se joindra la Chine, soit un groupe formé par une centaine de pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, avec pour objectif la promotion d'un ordre international moins injuste. Plus d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus à ce rendez-vous et une intervention du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, inaugurera les débats. Nouvel échec des discussions à Bruxelles entre la Serbie et le Kosovo. Les dirigeants serbes et kosovars n'ont pas trouvé d'accord sur un nouveau compromis proposé par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, lors d'une réunion jeudi, dans le cadre du dialogue organisé par l'UE pour normaliser les relations entre la Serbie et son ancienne province. La partie serbe souhaitant préalable obtenir une forme d'association des communautés serbes dans le nord, tandis que la partie kosovare réclame avant toute discussion la reconnaissance par Belgrade de l'indépendance du Kosovo. Malheureusement, après une assez longue réunion, le Premier ministre Kurti n'était pas prêt à avancer et à lancer un processus crédible vers la création de la communauté associative. Il a plutôt insisté sur la formalisation d'une reconnaissance de facto comme première étape. Le vice-ministre cubain des Affaires étrangères, Carlos Fernández de Cosio, a rencontré des hauts responsables chargés de l'Amérique latine au département d'État et à la Maison-Blanche. Ces rencontres rares interviennent alors que Cuba accueille ce vendredi un sommet de 2 jours du G77 plus Chine, groupe formé, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, par une centaine de pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, avec pour objectif la promotion d'un ordre international moins injuste. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a été accueilli par son homologue russe Vladimir Poutine ce vendredi à Sotchi. Les deux parties ont discuté des relations économiques entre les deux pays et du conflit russo-ukrainien. La possibilité d'une coopération avec la Corée du Nord a également été évoquée par le président biélorusse. Pour rappel, cette réunion intervient au lendemain de la rencontre de Vladimir Poutine avec le président nord-coréen Kim Jong-un en visite en Russie. Et alors que le conflit ukrainien s'étend sur la scène internationale, la visite du leader nord-coréen en Russie a provoqué l'ire de Washington, qui craint la fourniture d'armes nord-coréennes à la Russie. Corée du Sud et Corée du Nord ont choisi leur camp. Safwan Ben Sabri. Alors que Kim Jong-un est en visite en Russie, l'Occident, Washington en tête, voit d'un mauvais œil le rapprochement entre Moscou et Pyongyang. Le conflit ukrainien ayant accentué les dissensions entre Washington et Moscou, la Corée du Nord et la Corée du Sud, alliés respectifs, se retrouvent malgré elles entraînés dans ce duel à distance. La Russie reproche à la Corée du Sud de fournir des armes à l'Ukraine, alors que Washington accuse Pyongyang d'en fournir à la Russie. Le chef du renseignement ukrainien affirme que des armes et des munitions nord-coréennes pourraient bientôt se retrouver sur le champ de bataille du conflit ukrainien, une éventualité fustigée par Washington et Séoul. Nous avons exhorté la République démocratique et populaire de Corée à cesser ses négociations avec la Russie et à cesser de soutenir la guerre illégale de la Russie en Ukraine, en respectant ses propres engagements publics. Nous avons également sanctionné les individus et les entités impliquées dans les négociations et la facilitation des transferts d'armes entre la RPDC. Selon de nombreux observateurs, Moscou pourrait favoriser ce rapprochement en réponse à la décision de Séoul de soutenir l'Ukraine. L'axe Moscou-Pyongyang se confronte donc à l'axe Washington-Séoul dans une conjoncture de bloc où les deux Corées se retrouvent confrontées malgré leur proximité géographique. En deçà du 38e parallèle, l'heure est au soutien au camp occidental. Au nord, on refuse de condamner l'offensive russe, qui selon Kim Jong-un est une guerre contre le mal absolu.
Et justement, des images publiées ce vendredi par le gouvernement russe montrent le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un visitant une usine aéronautique militaire russe quelques jours après sa rencontre avec le président Poutine. Selon un communiqué publié avec la vidéo, Kim Jong-un a visité des sites de production d'avions de combat Su-35 et Su-57 et de pièces pour l'avion passager Superjet 100. Il a également assisté à une démonstration en vol d'un avion de chasse multirôle Su-35. La Chine a annoncé ce vendredi placer sous sanction les géants américains de l'industrie de la défense Lockheed Martin et Northrop Grumman pour leur rôle dans l'approvisionnement en armes de Taïwan. Ces sanctions, dont la nature n'a pas été précisée, sont prises après une vente d'armes à Taïwan autorisée le 24 août dernier par les États-Unis. On écoute la porte-parole de la diplomatie chinoise. Le 24 août, la succursale de Saint-Louis de la société américaine Lockheed Martin Corporation a participé directement en tant que maître d'œuvre à des ventes d'armes américaines à Taïwan. Northrop Grumman a participé à de nombreuses reprises à des ventes d'armes américaines à Taïwan. Donc, conformément à la loi anti-sanctions étrangères de la RPC, la Chine a décidé d'imposer des sanctions aux deux sociétés militaires américaines susmentionnées. Dans le cadre de sa contre-offensive, l'armée ukrainienne a finalement déclaré ce vendredi avoir repris le village d'Andrivka au sud de la ville de Bakhmout sur le front est, au lendemain d'une annonce dans ce sens de la vice-ministre de la Défense ukrainienne qui avait été suivie d'un démenti rapide. Les États-Unis sanctionnent plus de 150 entités et individus accusés de complicité avec la Russie dans le conflit ukrainien. Selon la diplomatie américaine, les sanctions concernent tous ceux qui ont participé à renforcer la production énergétique de la Russie et sa capacité d'exportation, œuvrer avec elle dans les secteurs des minéraux et des mines et aider des individus et entités russes à échapper aux sanctions internationales. Écoutez. Les États-Unis ont imposé aujourd'hui des sanctions radicales contre plus de 150 personnes et entités en lien avec l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie. Cette action vise, entre autres, ceux qui ont participé aux sanctions contre l'invasion et ceux qui ont contribué à renforcer la capacité de la Russie à mener sa guerre contre l'Ukraine. Le département d'État a désigné plus de 70 entités et individus impliqués dans la future capacité de production et d'exportation d'énergie de la Russie, y compris le projet phare russe Arctic LNG 2. La Russie a annoncé jeudi l'expulsion de 2 diplomates américains accusés d'avoir servi d'agents de liaison pour un ex-employé russe arrêté en début d'année et soupçonné d'avoir transmis aux États-Unis des informations sur le conflit en Ukraine. Selon le ministère russe des Affaires étrangères, les 2 diplomates déclarés persona non grata sont les premiers et deuxièmes secrétaires de l'ambassade américaine à Moscou, Jeffrey Selin et David Bernstein. Suite à cette expulsion, les États-Unis ont dénoncé la décision injustifiée de Moscou de renvoyer les 2 diplomates en poste dans la capitale russe et ont promis de riposter en temps voulu. Le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, a déclaré que Washington réagira de manière appropriée à ces actions. Une fois de plus, la Russie a choisi la confrontation plutôt que l'engagement diplomatique constructif. Elle continue de harceler les employés de notre ambassade, tout comme elle continue d'intimider ses propres citoyens. Nous regrettons que la Russie ait choisi cette voie et vous pouvez certainement vous attendre à ce que nous réagissions de manière appropriée à ces actions. Les Big Three sont paralysés. Le syndicat des employés des 3 grands constructeurs automobiles américains a annoncé le démarrage d'une grève dans 3 usines à partir de ce vendredi. L'United Auto Workers avait annoncé avoir choisi une usine de chacun des 3 groupes, General Motors, Stellantis et Ford, pour lancer ce mouvement.
enjoignant les membres du syndicat des autres sites à se tenir prêts en fonction de l'évolution des négociations, faute d'un accord trouvé avec ces entreprises pour les nouvelles conventions collectives. Le Japon a réitéré ce vendredi que son Premier ministre Fumio Kishida était prêt à rencontrer sans condition préalable le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, dont le récent rapprochement avec la Russie fait craindre une collaboration militaire entre les deux pays. Le porte-parole du gouvernement japonais a déclaré vouloir organiser des discussions à haut niveau entre Tokyo et Pyongyang sous le contrôle direct du Premier ministre. Et dans le reste de l'actualité, le principal poste frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan a rouvert ce vendredi au matin, permettant le passage des véhicules et des piétons, et ce, plus d'une semaine après sa fermeture à la suite d'un échange de tirs entre gardes frontières depuis le 6 septembre, date à laquelle les forces afghanes et pakistanaises ont échangé des coups de feu au poste frontière de Torkham, situé à mi-chemin entre Islamabad et Kaboul, au sujet de la remise en état d'un avant-poste afghan. Les deux pays étaient dans une impasse diplomatique. Allez, on quitte la Terre, direction l'espace. La Russie a fait décoller ce vendredi vers la Station spatiale internationale ISS une fusée Soyouz avec à son bord 2 cosmonautes russes et une astronaute américaine, rare symbole de coopération en pleine période de tension. La fusée a décollé dans un sombre ciel nocturne depuis le cosmodrome russe de Baïkonour au Kazakhstan. Ce lancement intervient moins d'un mois après la perte de la sonde lunaire russe Luna 25 qui s'est écrasée sur la Lune en août dernier. Avant de se quitter, avez-vous déjà pensé avoir recours aux chiens de thérapie, que ce soit pour vous ou bien pour vos enfants? Aussi insolite et drôle que paraît cette information, Read to a Dog, faites la lecture à un chien en anglais, est un tout nouveau programme testé dans une bibliothèque américaine. Une étude a démontré que la lecture faite en compagnie d'un chien est un vecteur d'alphabétisation. La bibliothèque a donc lancé un programme original pour inciter les enfants à se familiariser avec la lecture en invitant des chiens dans les établissements, ce qui permet aux bambins de se sentir plus apaisés. Écoutez. That's impressive. Oh, we have more friends coming. Okay. You know, there's a book. He's a born shaker. Yeah. Good. Should I keep reading to Mika? On Saturday. Yeah, I do. What do you think about Today is reading. Aujourd'hui, c'est la lecture avec les chiens, ce que nous ne savions pas. Mais en passant, nous avons vu les chiens et donc nous voilà ici, dans notre bibliothèque locale. Nous pensions simplement venir chercher quelques livres, mais nous sommes finalement restés un peu plus longtemps pour pouvoir faire la lecture aux chiens. Je pense que c'est une expérience différente pour chaque personne. On peut aussi voir que les adultes apprécient cela. Les gens ont leurs histoires avec leurs propres chiens. Je pense que c'est un de ces projets qui nous lie tous. Une expérience qui vaudrait le coup de l'essayer. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Moi, je vous retrouve tout à l'heure pour le journal d'Afrique. À tout à l'heure.